Bonjour Luc Julia, vous êtes souvent présenté comme le père fondateur, enfin un des fondateurs de Siri. Vous êtes spécialiste dans l'interaction homme-machine, dans l'IoT, et vous êtes aujourd'hui aussi vice-président innovation de Samsung. Vous publiez aux éditions First un livre qui s'intitule L'intelligence artificielle n'existe pas, qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend aujourd'hui. Alors ma première question, tout simplement, c'est pourquoi ce livre et pourquoi maintenant aussi? Alors, c'est la même raison, en fait, le pourquoi et le maintenant. C'est parce que depuis, on va dire, surtout 4-5 ans, on entend absolument n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a deux écoles qui m'horripilent, qui m'énervent, qui m'irritent, qui m'hérissent. C'est l'école de ceux qui nous font peur, donc qui sont là pour dire que les robots vont nous diriger, vont nous tuer, que l'intelligence artificielle va tout remplacer globalement et qu'on va devenir des esclaves. Donc ça, c'est ceux qui font peur pour des raisons que je ne comprends pas, parce que, à part le fait de se faire mousser. Et puis il y a la deuxième école qui est l'école, je dirais, de Hollywood, où c'est la science-fiction, on nous dit n'importe quoi sur... maintenant, ils se rejoignent un peu, hein, ces gens-là, entre ceux qui nous font peur et ceux qui nous disent n'importe quoi, mais surtout on nous fait miroiter des choses qui n'arriveront pas, et donc pas avec les techniques actuelles de l'intelligence artificielle. Donc je voulais juste pousser le coup de gueule pour dire arrêtons de dire n'importe quoi, mettons les choses à plat, expliquons ce que c'est et ce que c'est pas. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin. Et j'espère, et je vois en fait que les gens, enfin les gens sérieux, ceux qui font l'intelligence artificielle, sont globalement d'accord avec ce que je raconte. Alors justement, vous dites dans le livre, il y a autant presque de définitions de l'intelligence qu'il y a de chercheurs, et vous expliquez que ça part un petit peu d'un malentendu, en fait, ce thème intelligence artificielle, et vous proposez vous, de le remplacer par intelligence augmentée. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous expliquer, et puis peut-être nous dire que, enfin, peut-être que la difficulté principale, c'est aussi de définir l'intelligence elle-même, en fait. Ou alors déjà, c'est impossible à définir l'intelligence. Je veux dire, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, on peut pas mettre son doigt dessus. Donc, du coup, faire quelque chose d'artificiel à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué, hein. Donc ça c'est clair déjà. Maintenant, effectivement, en 1956, quand on a défini, quand McCarthy a défini le terme d'intelligence artificielle, à l'époque, on essayait de modéliser le mieux possible le cerveau. On croyait qu'on allait pouvoir modéliser le cerveau en termes mathématiques. Et donc, c'est le début des réseaux de neurones. Et, euh, et donc, c'est effectivement mal entendu parce que le cerveau, on le connaissait encore moins bien il y a 60 ans qu'aujourd'hui. Et ce qu'on a modélisé, ça n'avait à peu près strictement rien à voir avec le cerveau. Donc, c'était un travail théorique intéressant, c'était sympathique, mais bon, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, l'idée à l'époque, c'était de commencer par le langage naturel, de commencer par comprendre ce que les gens disaient, d'accord, même écrivaient peut-être, donc langage naturel. Et ça a été un échec flagrant, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas du tout. Et du coup, on est rentré dans ce qui s'appelle l'hiver de l'IA, le premier hiver de l'IA. Et justement, c'est cet hiver de l'IA que moi je veux éviter parce qu'on avait justement promis en 56 qu'on allait résoudre le langage naturel, qui est certainement la vraie intelligence, parce que est-ce que le langage naturel est le propre de l'homme? Oui, on est les seuls à parler apparemment. Donc on n'a pas réussi à faire ça, on est tombé dans l'hiver parce qu'on a échoué. Aujourd'hui, si on promet des choses qu'on ne peut pas faire, on risque d'échouer. C'est justement le risque, hein. Vous dites on peut retomber dans un hiver très... Tout à fait, on a eu plusieurs hivers de l'IA. Donc il y a eu le premier en 61, en 62. Après ça, bon, c'est reparti avec d'autres techniques. Donc on a dit, les neurones, ça marche pas vraiment, donc faisons les systèmes experts. Donc en fait, donc, on a fait des systèmes experts, donc c'était plus basé sur des règles, donc moins basé sur des statistiques comme on essayait de faire avec les neurones. Et bon, les systèmes experts, c'est sympa, mais ça a ses limites, quoi. Faire des règles, des arbres de décision, c'est limité. Donc, mais il y en a eu, et puis après, on s'est retombé un peu. C'est des effets de mode aussi, hein. Effets de mode couplés avec le fait qu'on ne délivre pas vraiment ce qu'on promet, et donc du coup, on retombe dans l'univers de l'IA. Puis après, alors, faire des réseaux de neurones dans les années 90, par exemple, quand moi je faisais des réseaux de neurones, mais c'était... il fallait être taré, quoi. C'était vraiment pas bien vu, on va dire, dans la communauté. Donc, mais bon,
Il y en a qui ont résisté, et puis après c'est revenu, puis en 2007, évidemment, là, entre le fait qu'on comprenne que Internet amène beaucoup de data et qu'on rentre dans l'ère du big data, donc ça amène quelque chose en plus. Évidemment, les CPUs, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, il y a beaucoup de mémoire, donc tout ça, ça fait un renouveau de l'IA. Donc le renouveau de l'IA, il date d'il y a à peu près 10 ans maintenant. C'est bien, mais encore une fois, il faut faire attention à ne pas trop promettre. Alors, je voudrais revenir un peu au début de votre livre, il y a toute une partie autobiographique. Vous avez rencontré, vous avez une âme un petit peu de chercheur depuis votre plus tendre enfance, hein, vous avez inventé très tôt. Vous parlez aussi des rencontres marquantes tout au fil de votre parcours. Et je voulais vous demander quels étaient les sites scientifiques qui vous ont le plus marqué ou le plus inspiré durant votre longue carrière dans ça déjà. Il y en a beaucoup. Hein. Le tout premier qui m'a marqué en fait, dans mes études, on va dire, c'était mon prof d'IA, que j'ai eu à Paris 6, Ganassia, Jean-Gabriel Ganassia. C'est un philosophe en même temps qu'un scientifique, et il est... c'est un personnage, il communique la passion d'une manière extraordinaire. Et puis, je pense qu'on est très très proche dans ce qu'on raconte, parce que je pense qu'aujourd'hui, il raconte à peu près la même chose que moi, ou je raconte la même chose que lui. Donc, c'est vraiment lui qui a inspiré, qui m'a poussé à aller dans cette discipline. Si j'ai à citer une inspiration, c'est vraiment lui au départ. Et justement, une question un petit peu dans la suite de ça, qu'est-ce qui a guidé votre parcours plus loin, parce qu'il y a quand même une forte thématique IA dans votre parcours. La vérité, c'est que je veux créer des choses qui vont être au service des humains. Donc évidemment, ma spécialité, c'est l'interaction machine. L'interaction machine, ça implique qu'on veut essayer d'imiter au mieux un humain en face, que la machine s'adapte. Et donc pour ça, qu'est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, telle qu'on espère qu'elle va être. Donc mon driver, ce qui me pousse, c'est vraiment cette volonté de créer des machines à notre service, en comprenant bien qu'elles sont à notre service et que c'est pas elles qui décident pour nous. Justement, il y a un fort enjeu d'éduquer un petit peu le grand public. Vous parliez tout à l'heure des effets un petit peu dangereux, des mauvaises informations. Il y a des déclarations type Elon Musk, ou feu Stephen Hawking, ou même Steve Jobs. Comment on peut justement éduquer les personnes? Alors votre livre est une première étape, je l'espère. Ouais, c'est ce que j'espère, c'est pour ça que je l'ai écrit, donc, comme je disais tout à l'heure. Mais je suis évidemment embêté quand quelqu'un comme Hawkins dit ce qu'il a dit, parce que scientifiquement, on ne peut pas nier que c'est un génie, donc c'est compliqué. Maintenant, mon seul espoir, et j'ai jamais eu la chance de le rencontrer avant qu'il disparaisse, mais mon seul espoir, c'est que il s'est fait embrigader et on lui a expliqué, il a cru qu'il pouvait répéter quelque chose dans un domaine qu'il ne connaissait pas. D'accord, il était très fort dans plein de domaines, mais dans celui-là en particulier, il n'avait pas les clés. Donc j'espère que c'est ça. Gates, il est revenu sur ses déclarations. Donc, il s'est fait embrigader, lui, par Musk. À un moment donné, ils ont signé une déclaration, blablabla. Il est revenu, il a dit non, on est en contrôle. Musk, il est en roue libre, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il est un peu comme Jobs, c'est un génie marketing, c'est un génie de la communication, c'est pas un génie de l'intelligence artificielle. En fait, votre conclusion, c'est plutôt de laisser aux professionnels de lier la parole sur ce serait mieux. Donc je préfère entendre des gens comme Ganassia ou Yann Lequin. Je veux dire, on dit tous la même chose. Avec les techniques actuelles de l'intelligence artificielle, on est OK, on ne sera pas en danger. Il faut faire attention, on n'est pas bisounours, d'accord ? Il faut quand même comprendre quelles sont les choses, les dérives. Il y aura des dérives dans toutes les technologies, il y a des dérives. Mais bon, je veux dire, on est en contrôle.
Alors, dans votre livre, vous donnez aussi une description un petit peu du quotidien en 2040, hein, qui est très intéressante. Est-ce que vous pensez que le grand public se rend vraiment compte de l'importance concrète des technologies qui sont vraiment déjà même à notre portée ou même des fois dans nos vies? Et est-ce que pour vous c'est un changement complet de civilisation ou c'est plutôt une évolution en fait? Ben, on voit depuis la nuit des temps que la technologie c'est une évolution, on adapte ça petit à petit. Ma description de 2040, en fait, c'est. Je pense que je me suis trompé, c'est pas 2040, c'est 2030, on est tout près. Ce que je décris là-dedans, alors d'abord c'est un peu froid comme monde, évidemment, on va pouvoir choisir ce qu'on veut, on va tout apprendre de ce que je raconte là. Mais c'est quelque chose qui est très 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 proche dans le sens où pratiquement toutes les technologies que je décris, elles sont là. Il suffit de mettre la colle entre elles. D'accord ? Donc elles sont là, mais elles seront adaptées en fonction de ce que veulent les gens. D'accord ? C'est pas obligé. Et il y a des trucs qui sont décrits qui ont l'air un peu. Qui peuvent faire peut-être un peu peur, même dans le sens où on se sent fliqué, on se sent un peu trop épié de tous côtés. Mais encore une fois, je choisis. Moi, humain, je vais choisir ce que je veux vraiment. Est-ce que je veux être en meilleure santé et puis me sentir mieux, etc. Donc, est-ce que je veux bien que mon frigo sache qu'il ne faut pas que je prenne la bouteille de coca qui est là, parce que ça va me donner plus de diabète ou quelque chose comme ça? Peut-être que c'est intelligent, ça. Peut-être que c'est pas mal. Et peut-être que j'en ai rien à foutre. Si je veux continuer à fumer, si je veux continuer à boire mon coca, ben, m'emmerdez pas. Alors, derrière, en plus, ces innovations, il y a à l'heure actuelle beaucoup d'enjeux économiques, sociaux, climatiques, écologiques aussi, vous faites référence à ça. Est-ce que du coup, vous ne craignez pas qu'on vous traite un petit peu d'utopiste avec cette vision liée au confort, au bien-être et au regard des autres enjeux voilà, Ouais, on peut toujours, de toute façon, on peut dire c'est ok, parce que de toute façon, à la fin, il y a beaucoup des choses que je décris qui vont arriver de toute façon. Maintenant, le drapeau rouge que je mets partout, c'est de dire, effectivement, toutes ces technologies, ça peut être sympa, il faut faire attention, et ça peut être sympa, mais tel que c'est fait aujourd'hui, avec le fameux big data et les data centers qui sont des énormes trucs qu'il faut refroidir, qui prennent beaucoup d'énergie, les techniques actuelles donc, qu'on utilise, je parle du Go par exemple, une machine qui joue au Go, qui a 1500 processeurs, qui a 300 GPU, qui a quelques TPUs, donc un truc énorme qui fait 440 kWh. Je veux dire, juste pour jouer au Go, quand en face de lui, le mec il se fait ratatiner la tête, d'accord, mais lui il est à 20 Wh, donc il y a quelque chose de disproportionné, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas scalable, on ne va pas pouvoir tenir le monde comme ça, donc effectivement le danger énorme de notre intelligence artificielle aujourd'hui, de ces techniques-là, c'est que on fait une explosion énergétique pour pas grand-chose finalement. Donc il faut écologiquement, c'est complètement aberrant. Donc il faut faire très attention à ça. Donc ce que je pousse, c'est de dire chercheurs et les gens qui sont excités par l'IA, essayons de trouver d'autres techniques. Si on veut vraiment arriver à une IA plus générale et à une IA plus forte, allons vers d'autres techniques, parce que celles qu'on fait depuis 60 ans, ce qu'on fait depuis 60 ans, c'est pas de l'IA, d'accord? Enfin, c'est pas de l'IA forte, et ça ira jamais à l'IA forte. Mais ça amène ces dérives écologiques. Donc, cherchons autre chose. Alors, cherchons autre chose peut-être dans les techniques actuelles, en faisant du small data au lieu du big data. Donc ça va aider peut-être à réduire les empreintes énergétiques. Peut-être qu'il faut faire les choses at the edge au lieu de faire centralisé. Donc ça, c'est peut-être des techniques. Après, si on ne veut pas faire de l'IA classique, enfin de l'IA mathématique comme on fait aujourd'hui, ben cherchons autre chose. Travaillons avec les gens qui font de la bio, avec les gens qui font de la physique, le quantique peut-être, j'en sais rien. Donc, regardons un peu tout ça pour se diversifier à un moment donné, parce que c'est sûr que de toute façon, aujourd'hui, avec ce qu'on fait, on n'arrivera jamais à faire de l'IA forte. Je voulais qu'on évoque aussi le côté régulation. Dans votre livre, vous écrivez que la solution réside dans la régulation, mais c'est aussi un risque de casser l'innovation. Il y a toujours ce juste milieu peut-être à trouver.
quel rôle doivent jouer les pouvoirs politiques? On pense aussi à Google qui prône un peu l'autorégulation. Ouais. Bon, d'abord, la régulation vient toujours après l'innovation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que les régulateurs n'ont pas la vision des innovateurs. Donc ça, c'est réglé, et c'est une bonne nouvelle. Ou une mauvaise nouvelle, des fois, quand la régulation vient trop tard. Donc c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre. Mais on voit très bien dans toutes les technologies, à un moment donné, il y a une régulation quand il y a des dérives potentielles qu'on comprend. Parce qu'on ne les comprend pas forcément dès le début. Si on prend l'atome, par exemple, l'énergie atomique, c'était super, c'était bien, on a créé beaucoup d'énergie et tout, puis on s'est rendu compte un peu plus tard il y avait des problèmes avec les déchets potentiellement, mais surtout aussi qu'on pouvait faire des bombes, et donc là, il a fallu réguler, et il y a une régulation mondiale qui s'est faite quand même pour avoir un équilibre. Et donc les Russes et les Américains, au pire moment de notre histoire de la guerre froide, se sont quand même en gros mis d'accord pour ne pas se mettre les trucs sur la gueule. Donc la régulation arrive. Maintenant, pour parler d'où vient la régulation et est-ce qu'on doit l'attendre du pouvoir public, alors les instances mondiales comme l'ONU, etc., ça met beaucoup de temps, évidemment. On a vu, nous, en Europe, ici, qu'on a su. Alors on a mis 10 ans, on a mis 12 ans pour pouvoir créer RGPD après les premières dérives de la vie privée, des data et tout ça. Donc, mais on a fait quelque chose. Et en fait, les RGPD, franchement, vous m'auriez dit il y a 5 ans, on va faire RGPD, j'aurais dit c'est emmerdant. Mais la réalité, c'est que pour éduquer, il faut certainement passer par RGPD. Et peut-être qu'il faudra le faire évoluer à un moment donné, mais les gens sont pas capables par eux-mêmes de comprendre ces dérives-là. Et bon, les dérives de data avec Facebook, il y a eu des problèmes, donc c'est sûr que les gens ne comprenaient pas. Donc le fait de réguler pour ça, c'était bien. Donc maintenant, est-ce que la régulation doit venir des États, des instances comme l'Europe ou l'ONU et des choses comme ça? À la fin, quelque part, il faudra, ça dépend pourquoi, mais la régulation par la communauté, donc ce que prône Google ou d'autres, c'est évidemment quelque chose de très intéressant aussi. C'est quelque chose aussi de très compliqué, mais tout est bon à prendre à partir du moment où c'est dans le but de protéger nos intérêts de nous humains. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, entre l'Europe et le reste du monde, il y a un premier contraste qui est en train de se il y a un contraste, mais on est les leaders. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas trop en Asie, mais aux États-Unis, on regarde les RGPD comme modèle. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver on régule moins aux États-Unis en général, par définition, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui va arriver de ces quatre. Alors l'Europe et la France, vous donnez l'exemple des Français quand même qui sont à la tête des départements AI, de grandes entreprises. Il y a une mouvance, la French Tech, la Station F, etc. Est-ce que vous pensez que là, la France est en train de jouer un nouveau rôle dans cette technologie? Oui, alors bon, je ne vais pas faire mon franchouillard de base en disant on est les meilleurs du monde et tout ça, même si je pense. Mais la vérité, c'est que dans l'histoire, on a quand même marqué, je veux dire, on est un pays, on est un petit pays, mais on a marqué l'histoire scientifique, philosophique. Je veux dire, le siècle des Lumières, c'est nous. C'est comme ça. Et donc, on porte cette histoire. Et malgré tout ce que j'entends, moi, de là-bas, je suis depuis 25 ans dans la vallée, je veux dire, j'entends plein de choses qui font mal à ma France, comme je ne sais plus qui a dit ça, mais ça fait mal, parce que j'entends notre système éducatif est de la merde, on est nul, j'entends les gilets jaunes, tout va mal, c'est terrible. Donc, en même temps, moi, je suis toujours persuadé qu'on a un système éducatif extraordinaire. Alors, on laisse des gens sur le côté, certainement, et donc il faut résoudre ça, il faut qu'on arrive à résoudre ça. Mais les gens qui passent dans le système, quel que soit leur niveau social, comment ils arrivent à exploser dans ce système et on crée donc des gens très très forts en mathématiques. On est fort, c'est tout. On est bon. Il y avait à mon époque, déjà d'avoir 90 ans, là, mais à mon époque, on disait il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de russe, il y a l'école indienne, il y a l'école des mathématiques. Et il y avait l'école française, évidemment. Je veux dire, en Medal Fields, on est les deuxièmes à une près, je crois, par rapport aux Américains. Ils sont 6 fois plus nombreux que nous. Je veux dire,
qu'est-ce que c'est que ce petit pays gaulois là, qui réussit à faire des trucs comme ça. Donc on a une capacité extraordinaire, un héritage, quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer. Et il faut l'utiliser. Moi, j'ai passé 20 ans à participer à la fuite des cerveaux. D'accord, j'ai embauché plein de mecs là-bas, j'ai embauché plein de Français là-bas. Et bon, c'était comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité, grâce à la French Tech, grâce à ce qu'a fait Fleur Pellerin. C'est Fleur Pellerin, il y a 5 ans à peu près, qui a vraiment lancé ce truc-là. Et on était rien sur la map de la technologie, des technologies nouvelles. Enfin, on avait du mal à s'en sortir. Pour des questions dont on peut parler aussi, qui sont les financements, donc ça c'est autre chose, mais créer cette communauté par Pellerin, et puis avoir donc ces gens qui commencent à s'exciter, à créer ces clusters où on a des gens qui vont communiquer entre eux, qui vont jouer entre eux, qui vont pas recréer la Silicon Valley, parce qu'on peut pas recréer la Silicon Valley, mais qui vont être excités, jouer ensemble et mettre ensemble des choses pour faire avancer leur propre silo. Ça, c'est intéressant, c'est excitant. On a les capacités. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas trop les financements. Donc, un des problèmes qu'on avait, c'est que par rapport à la vallée, par exemple, ou d'autres pays comme Israël, c'est qu'on ne mettait pas les sous on n'avait pas de capital risque, globalement. Donc, ça, pareil, il y a 5-6 ans, ça a commencé. Puis surtout la BPI qui a fait, toujours sur la même impulsion, ça fait partie de la French Tech. Donc, la BPI qui a financé assez facilement tout et n'importe quoi, des fois, il faut le reconnaître, mais ça a aidé quand même à faire exploser et à faire avancer l'entrepreneuriat technologique dans notre pays. Vous évoquez le Silicon Sentier, alors c'est pas la Silicon Valley, mais... Oui, le Silicon Sentier, je trouve ça extraordinaire. Alors, on parle de Saclay. Saclay, on n'arrivera jamais à faire une Silicon Valley à Saclay. Je veux dire, j'ai rien contre Saclay, mais je veux dire, on ne peut pas artificiellement, encore une fois, là, créer quelque chose qui n'existe pas. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, on peut remettre toutes les grandes écoles. On a fait passer Polytechnique à Palaiseau en 1976. C'était la première connerie monumentale, je veux dire, d'immigrer nos cerveaux là-bas. Je veux dire, et les mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est se casser le plus rapidement possible après leurs 3-4 ans d'école là-bas. Je veux dire, ils n'en peuvent plus. Donc, bon, encore une fois, j'ai rien contre Saclay, mais la ville. Mais Saclay, le concept, je supporte pas. Le Silicon Sentier, c'est un truc qui s'est fait naturellement. C'est quelque chose où les jeunes d'aujourd'hui, les mecs qui font les compagnies, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent habiter à Paris, ils veulent pas aller habiter à Saclay, d'accord? Donc, et donc ils travaillent où? Ils travaillent à côté d'où ils habitent, et donc ils sont excités. Ils créent ce sentier-là, et a été redynamisé par ces startups. Nous, on s'est installé, j'ai installé mon labo, puisque j'ai ouvert un labo récemment. J'ai installé mon labo pas loin du Silicon Sentier, parce que c'est là où je peux avoir les talents, et puis c'est là où je peux aller collaborer avec ces gens-là. Je voudrais revenir, la conclusion de votre livre, elle est assez optimiste envers l'apport des technologies et l'avenir de l'homme. Et dans quelle mesure vous pensez que la technologie peut nous rapprocher? Parce qu'il y a quand même aussi un risque, les réseaux sociaux, où on perd un petit peu le vrai lien social, entre guillemets. Ouais, donc moi je pense que je suis effectivement optimiste, alors peut-être un peu trop optimiste, mais j'y crois vraiment. Je veux dire, c'est ce que je fais depuis tout le temps. Je crée de la technologie pour améliorer la vie quotidienne des gens. D'accord? Je crée de la technologie pour des vrais gens. Je ne crée pas la technologie pour moi. Enfin si, je crée la technologie pour moi. Au début, c'est l'idée, elle vient toujours pour moi, et puis je dis qu'est-ce qu'il y a, c'est chouette, puis après on essaie de le faire. Mais donc, oui, je suis optimiste. Oui, je pense que définitivement la technologie peut nous libérer des tâches qui nous emmerdent, des tâches qui nous fatiguent, des tâches qui sont répétitives et pas intéressantes, aussi bien intellectuellement que physiquement. Donc, et je pense que si on veut, et là après c'est de l'éducation, c'est et il y a des dangers que je peux évoquer juste après, mais finalement si on arrive à se libérer de tout ça, ça nous donne plus de temps. C'est ce que ça veut dire. Et donc ce temps, moi j'espère que c'est du temps pour faire du social, donc pour parler aux gens, pour parler aux autres, pour échanger plus. Donc ça c'est ce que je vois moi dans ma vie, dans ce que j'ai fait. La technologie chez moi, le fait que je dis souvent j'ai 209 types d'objets connectés dans ma maison. Donc ma maison c'est Disneyland, je veux dire je fais plus rien, elle fait tout seul, tout est magnifique, c'est super. Et pour toute la famille c'est la même chose. Et donc du coup on a plus de temps ensemble, c'est la vérité, c'est comme ça. Donc c'est ce que j'espère. Maintenant,
évidemment, il y a les dangers, il y a les dérives. On peut s'enfermer, on peut voir que la technologie des téléphones portables, ça nous renferme dans le téléphone portable. Le téléphone portable, Wikipédia, c'est devenu notre cerveau. Je ne connais plus le numéro de téléphone de ma mère. Je veux dire, j'ai plus de gymnastique intellectuelle pour se rappeler de ça. Avant, je connaissais 10, 20, 30 numéros, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne connais plus un seul numéro, donc je suis devenu stupide, peut-être. Donc, évidemment, il faut comprendre la technologie, éduquer, et puis s'éduquer tout seul aussi, avoir envie de faire autre chose. On peut aussi avoir le gars qui va s'exposer sur son canapé, bouffer des trucs toute la journée, et puis devenir obèse et asocial. Vous évoquez Idiocratie, justement. Idiocratie, pour moi, c'est un film extraordinaire. C'est un film stupide, alors, mais la stupidité est extraordinaire. Mais en même temps, c'est un film, ça date de 2005, un truc comme ça. Mais c'est absolument terrible, la vision du monde. Mais c'est possible qu'on fasse ça, parce qu'on peut devenir idiot à cause de l'intelligence des machines, mais c'est pas à cause des machines, c'est à cause de nous.